vous parler d'un virus très contagieux. Ce virus, sous sa forme la plus légère, s'appelle l'indifférence. Sous sa forme la plus grave, il s'appelle la malveillance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin contre ce virus. Et si on se fait vacciner, si on fait des rappels de ce vaccin, on peut quand même être atteint par la maladie, mais dans quel cas, ce sera sous une forme beaucoup plus légère. On peut avoir une petite crise de repli sur soi, on peut être atteint d'un petit peu d'égoïsme, mais on ne risque pas de sombrer dans la malveillance. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de vaccins à travers les belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie personnelle et professionnelle, de personnes qui m'ont inculqué, autant que faire se peut, la bienveillance. La première personne qui va vacciner, il s'agit de ma grand-mère. Je suis adolescent, je ne suis pas du tout un adolescent très travailleur, et ma grand-mère me dit « Thierry, tu devrais faire tes devoirs », et elle m'encourage, comme toutes les bonnes grand-mères. Et à un moment, Mamou me dit même « Tu sais, le travail, c'est du bonheur. » Alors là, je lève les yeux au ciel. Enfin, je ne le fais pas parce qu'à l'époque, on ne levait pas trop les yeux au ciel devant les grands-mères. Mais bon, c'est ce que font les adolescents aujourd'hui, et je n'en pense pas moins, en disant « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Comment le travail que je considère comme une corvée peut être de la joie, alors que la joie, c'est les vacances ?» Et là, Mamou m'explique. Elle me dit « Tu te rappelles, Thierry, pendant la guerre, en 1942, nous avons perdu notre fille aînée. Elle est décédée. Et à ce moment-là, j'ai décidé de travailler. J'ai décidé de travailler parce que rester chez moi, rester confiné, j'allais devenir folle. Et je ne savais pas faire grand-chose, puisque les femmes à l'époque, même dans les milieux ouvriers, on ne travaillait pas. Et ce que je savais faire, c'était la cuisine. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé un job comme cuisinière à la cantine de l'école. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai essayé de bien faire les choses. Et quand on fait bien les choses, c'est agréable. C'est de la bienveillance vis-à-vis de soi. Ensuite, je me suis bien occupé des enfants. Et ce n'était pas facile parce que faire de la cuisine avec les moyens de l'époque, pendant la guerre, les pommes de terre s'appelaient rutabaga, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai tout fait pour qu'ils mangent le mieux possible et qu'ils soient en bonne santé. Et ce faisant, je donnais un sens à ma vie et ça m'a apporté de la joie. Première vaccination bien ancrée pour moi et que je me suis rappelé pendant toute ma vie. Ensuite, je vais vous parler des belles rencontres dans le cadre du travail, des belles rencontres dans le cadre professionnel. Et je vous parle de belles rencontres parce que la bienveillance ne se décrète pas. La bienveillance, vous pouvez être inspiré par quelqu'un. On dit de l'amour qu'il n'y a pas d'amour que des actes d'amour. La bienveillance, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de bienveillance, il y a des actes de bienveillance. Et donc, je vais vous raconter ces quelques actes qui ont permis de me vacciner à nouveau. Je commence mon métier comme commercial. Et j'ai la chance d'être pris chez IBM dans les années 80. Je suis dans l'open space, je travaille. Le directeur d'agence, donc le chef de mon chef, donc un monsieur important, vient me trouver et me dit « Thierry, voilà, on a reçu un courrier de ce client. Il faudrait que tu répondes rapidement parce que c'est un client exigeant et je compte sur toi. » Je lui dis « Écoute Maurice, je le fais le plus vite possible, je suis sur un gros appel d'offres, je suis un peu débordé en ce moment, mais fais-moi confiance, je m'en occupe. » Maurice repasse le soir et il me dit « Thierry, tu as pu répondre ?» Je lui dis « Écoute, là, je n'ai pas répondu, je le fais demain matin au plus vite. » Le lendemain matin, Maurice repasse. Alors, là, vous allez vous dire, ils sont bizarres dans cette entreprise de passer, repasser, ils n'ont qu'à s'écrire un mail.
Je vous parle d'un monde que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Dans les années 80, le mail, ça n'existe juste pas. Le courrier, il est papier. On sortait à peine de la machine à écrire. Et le réseau, ça s'appelait le Minitel. Donc Maurice revient le lendemain matin avec un papier. Et c'était quand même le chef de mon chef. Donc j'étais quand même impressionné. Et je me dis, il ne va pas être content parce que... Et Maurice me dit, voilà Thierry, j'ai répondu à la lettre du client parce que j'ai vu que tu étais trop occupé et que tu étais surchargé. Je me suis permis de le faire à ta signature. Est-ce que cela te convient? Waouh! Le chef de votre chef qui relève les manches et qui fait le travail à votre place parce qu'il a vu que ce n'était pas possible pour vous, c'était très difficile. Alors je peux vous assurer, cette leçon de bienveillance par rapport au travail, elle m'a suivi dans toute ma carrière. Elle m'a suivi dans toute ma carrière parce que quand on a la chance de recevoir ça, et que vous voyez à votre tour des collaborateurs qui sont surchargés, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas les moyens de faire le travail, vous en occupez. Et ça, aujourd'hui, on parle beaucoup en entreprise des conditions de travail. On fait en sorte, on parle de QVT, qualité de vie au travail, on parle de... Et c'est bien, on fait en sorte que les gens soient dans un environnement sympathique, que les locaux soient bien, qu'il y ait des plantes vertes, et c'est important. Mais on ne parle pas assez des conditions du travail. Et les conditions de travail, ce n'est pas les conditions du travail. Les conditions du travail, c'est ce que m'a montré Maurice, en me montrant qu'il faut faire en sorte, quand vous êtes manager, que les personnes à qui vous confiez une tâche aient les ressources à leur disposition. Le temps, bien sûr, la formation, pour avoir la compétence, les outils disponibles. C'est ça la bienveillance par rapport au travail. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire ça le plus possible dans ma carrière, et ça a pas mal réussi. Quelques années après, je suis promu à mon tour manager. Et cette fois-ci, c'est directeur, mais qui est mon chef, qui vient me trouver et qui me dit « Thierry, il faut que je te parle ». Bon, ok. Il me dit « Thierry, tu travailles trop ». Alors là, je me marre parce que je dis « Tiens, si Mamou était encore vivante, je lui raconterais ». Et bon, il me dit « Thierry, la vie, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Dans les 3 pieds, tu as quoi? Tu as ta famille, tu as ton travail et tu as tes passions. Si jamais un des pieds est oublié, ou 2 des pieds sont oubliés en faveur des autres, ou d'un seul autre, tu perdras ton équilibre. Et si tu perds ton équilibre, ton travail s'en ressentira. » Grande leçon. Alors l'histoire du trépied, je l'ai racontée des milliers de fois, parce que c'est une grande leçon. Enfin, ça l'a été pour moi, de bienveillance vis-à-vis de soi. Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Comme dans les avions, on vous dit mettez le masque si vous voulez vous occuper des autres. Ne pas s'occuper des autres si on n'est déjà pas bien vis-à-vis de soi. Alors grâce aux leçons de Maurice et de François, ma carrière se passe bien, je gravis les échelons, comme on dit, et en pratiquant ce que j'ai pu apprendre d'eux et de plein de personnes, des collaborateurs, des gens merveilleux qui m'ont appris plein de choses. Et je me retrouve directeur des ventes d'IBM en France. Et là, c'est le président d'IBM France qui m'appelle et qui me dit « Thierry, je vais te confier IBM France Financement, dont tu vas être le président. C'est un établissement financier, c'est la plus grosse filiale d'IBM, et je compte sur toi. » Je regarde Bernard et je lui dis « Bernard, c'est un grand honneur pour moi, mais, vois-tu, les prédécesseurs dans ce poste avaient été directeurs financiers, ils avaient fait des grandes écoles de commerce, des grandes business schools. Moi, j'ai fait qu'une petite école, et puis j'ai jamais fait de la finance. » Il m'a dit « Mais Thierry, ce n'est pas une option, c'est si je t'ai choisi, c'est parce que le savoir-faire, ça s'apprend. Les compétences, tu vas les acquérir. Et puis, qui plus est, tu vas travailler dans tes équipes avec un directeur financier, un directeur des risques, donc ils t'apprendront le métier. En revanche,
Le savoir-être, c'est plus difficile. Et comme jusque-là, tu as très bien réussi en t'occupant de tes collaborateurs, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Grande leçon de bienveillance vis-à-vis des autres. Maurice, en m'accordant sa confiance, me faisait prendre confiance en moi. Et donc j'ai accepté, grâce à lui, et j'ai réussi. En parlant de confiance, on entend très souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors effectivement, ça, on l'entend très souvent. La première fois que cette phrase a été mise dans un document très officiel, ça s'appelait le manifeste du Parti communiste, et c'était M. Lénine lui-même qui avait dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Je vais raconter une petite histoire. Si un jour vous embauchez un détective pour faire suivre votre conjoint, votre conjointe, votre compagnon, votre compagne, et puis le soir, au dîner, vous dites à la personne qui a été suivie, « Tu sais, ma chérie, mon chéri, j'ai mis un détective pour te suivre parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. » Je peux vous assurer que vous allez passer une excellente soirée. Excellente. Pour moi, en entreprise ou ailleurs, la confiance exclut le contrôle. Si on donne sa confiance, on la donne entièrement. On peut faire des contrôles pour la sécurité, pour des choses comme ça, pour protéger les gens. Mais quand on confie quelque chose, on le confie à fond. Et c'est un peu ça que j'aime appeler la juste bienveillance. La juste bienveillance, c'est la bienveillance dans laquelle il y a beaucoup d'ingrédients. Vous avez la confiance et vous avez quelque chose qui est au moins aussi important, c'est l'exigence. L'exigence, pourquoi ? Parce que imaginez une entreprise dans laquelle on n'est que dans la bienveillance. Et si on est dans la bienveillance ordinaire et qu'il y a peu d'exigence, globalement, ça va être un peu le monde des bisounours, le manège enchanté, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah, ça te ferait plaisir de faire ça, fais-le. Oh non, etc., etc. Et on va créer un club de vacances. Ce ne sera pas une entreprise, il n'y aura pas de résultat. Et les gens ne sont pas si heureux que ça parce que globalement, le bonheur, c'est aussi de se dépasser, de se surpasser. Inversement, vous créez une entreprise où là, vous dites, l'important, c'est l'excellence opérationnelle, c'est l'exigence. Et donc, je ne veux voir qu'une tête. Donc, vous prenez des gens comme vous, qui vous ressemblent, qui ont fait les mêmes grandes études, vous les clonez, ils ont toutes les compétences, vous les mettez, et le lendemain, ça marche très bien. Le lendemain. Sur le lendemain, ça s'appelle une armée de mercenaires, globalement. Ça marche très bien à court terme. Sur le long terme, vous n'aurez pas de performance durable. Parce que vous ne bénéficierez pas de la richesse de la diversité. Pour avoir de la performance en entreprise, il faut de la juste bienveillance, c'est de la bienveillance qui embarque l'excellence. J'ai essayé de le pratiquer en entreprise, mais un autre domaine où j'ai essayé de le pratiquer, où nous avons essayé de le pratiquer, ma femme et moi, c'est vis-à-vis de nos enfants. Parce que il va sans dire que vis-à-vis des enfants, on est bienveillant. En tout cas, on essaye de l'être le plus possible. On ne se pose pas la question. Mais il va sans dire aussi qu'on veut le mieux pour eux. On veut le mieux pour eux. Bon, moi, je voulais d'autant plus qu'ils fassent des belles études que les miennes avaient été très médiocres. Mais ce n'est pas les études qui comptent, c'est les valeurs, c'est qu'est-ce qu'on a fait d'eux. Ce qu'on veut, si on a de l'exigence, c'est qu'ils deviennent la meilleure personne possible, la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, c'est beaucoup d'exigence et beaucoup de bienveillance. Parce que exigence et bienveillance, ça fait de la réussite. Je vous parle de mes enfants. L'excellente nouvelle, c'est que les entreprises qui aujourd'hui hésitent sur le chemin de la bienveillance, elles vont y arriver. Elles vont y arriver. Pourquoi ? Parce que les nouvelles générations, dont font partie mes enfants, qui ne travaillent pas avec un Minitel, elles l'appellent de leur vœu. Je suis en 2009 aux États-Unis. Le président du groupe General Electric pour lequel je travaille a demandé à quelques dirigeants de venir réfléchir sur les valeurs de l'entreprise pour le XXIe siècle. Et donc on rencontre un certain nombre de grandes institutions, et notamment
les dirigeants de la grande université Harvard. Et ces dirigeants nous racontent l'histoire suivante, qui était assez extraordinaire. Vous savez qu'après la crise, nos étudiants ont demandé de prêter serment. Oui, ils sont venus nous trouver, ils nous ont dit, mais nos camarades qui ont fait médecine, nos camarades qui ont fait droit, ils prêtent serment sur l'honneur qu'ils seront des bons médecins, des bons avocats, et qui feront rien d'autre que de respecter leur déontologie. Nous, on est les successeurs de personnes qui avons mis l'économie financière complètement à plat avec la crise de 2007-2008. Des dizaines de milliers d'Américains ont même perdu leur maison. Et donc, jamais plus ça. On va prêter serment que quand on fera un produit financier, on sera le plus certain possible que ce produit financier n'aura pas de conséquences néfastes pour les populations. Aujourd'hui, il y a 150 000 étudiants des grandes universités américaines qui, tous les ans, prêtent serment, le serment d'Harvard. 2018, on a un petit peu la même chose en France, le manifeste des étudiants pour la planète. Que disent nos étudiants français, sortis des plus grandes universités, des plus grandes écoles françaises? On ne va pas aller travailler, et on va le signer, pour une entreprise qui ne traite pas bien l'environnement. Et donc aujourd'hui, ce manifeste existe et il y a plein d'étudiants qui le signent. Donc vous voyez la bienveillance vis-à-vis des hommes, la bienveillance vis-à-vis de la planète, c'est ce que les nouvelles générations veulent. Je pense qu'elles ont compris, comme ma grand-mère l'avait compris, que en étant bienveillant avec soi, avec les autres, avec le travail, ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et ça apporte du succès. Parce que comme le disait Albert Schweitzer, ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès.